Ouais, je t'ai vu passer tout à l'heure. Je t'ai Oui, vu. ouais, Ouais. c'est arrivé largement à l'avance. Ouais. Bonjour. Alors, comment tu vas? Bon, ça va, hein. On a une belle, presque un bel été indien, hein. Mhm. Presque, hein. Bah, c'est grâce au réchauffement climatique, ça, quand même longtemps. Ouais. Alors, les perspectives. Alors, on en est à taxer les animaux pour pouvoir sauver la France. Oui, mais enfin bon, c'est le problème, hein, c'est qu'on a une chambre complètement éclatée, là, hein, Mhm. qui est plus près d'être ingouvernable que gouvernable. Alors, je sais pas qu'est-ce qui va sortir de tout ça, parce que le problème, c'est qu'il y a 3 blocs, hein, dans ce Parlement qui se font face. Il n'y a aucune majorité, ni relative, ni absolue, qui peut se dégager. Alors, c'est des coalitions, des majorités de coalition ou des coalitions de majorité, voilà, qui se mettent en branle sur certains projets. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, parce que au sein du nouveau Front populaire, hein, entre LFI et le Parti socialiste, il y a des profonds désaccords politiques. Le RN joue un jeu très ambigu, parce que pour l'instant, il soutient plus ou moins le gouvernement, il ne veut pas le renverser. Mais enfin, le RN n'a pas intérêt à voter trop de mesures impopulaires, parce que sa base est quand même vient du peuple, hein. Et quant aux macronistes, je te l'avais dit, hein, je te l'avais dit plusieurs fois, j'ai peur que ça ne se passe pas très bien entre les macronistes et LR, d'où était extrait Bernier, parce qu'il y a 3-4 macronistes qui ont des ambitions présidentielles, hein, pour 2027 et qui n'ont pas intérêt à ce que Barnier réussisse trop bien, quoi. Voilà. Donc on voit en ce moment, j'avais pas prévu quand même que ça serait à ce point-là, hein, les relations très difficiles entre LR et les macronistes, qui sont pourtant au gouvernement, hein. Voilà, donc les macronistes, soi-disant, qui ne veulent pas d'augmentation d'impôts, ils sont braqués contre ça. Moi, je veux bien qu'ils ne veuillent pas d'augmentation d'impôts. On est déjà le pays au monde où on paie le plus d'impôts par rapport au PIB. Mais le problème, c'est qu'en 7 ans de gouvernement, ils ont fait flamber la dette publique de 1000 milliards d'euros sans obtenir de croissance économique après. Alors qu'est-ce que tu veux faire après? De toute façon, moi, ce que je crois, il ne faut pas écouter ce qui est dit dans les grands médias. Mon ressenti, c'est que malheureusement, parce qu'on ne voit pas beaucoup de réduction de dépenses publiques, hein, pour l'instant, dans tout ce qui sort de tout ce qu'on entend sur le budget 2025, il n'y a pas beaucoup de réduction de dépenses, il y a beaucoup de nouveaux impôts, hein, un peu partout, hein, disséminés un peu partout. Ce que je crois, moi, c'est que malheureusement, la dépense publique va augmenter encore dans les années qui viennent, la dette va encore augmenter dans les années qui viennent. Les impôts vont encore augmenter dans les années qui viennent. Moi, c'est mon ressenti, parce que je crois qu'on ne peut pas faire autrement. La France fonctionne sous la dette depuis plusieurs décennies, hein. Bon, c'est tout l'Occident globalement, hein, tout le système capitaliste mondial qui fonctionne sur la dette. Mais la France est quand même très marquée, hein. Il faut se souvenir qu'en 2008, le premier ministre de l'époque, Fillon, avait dit lors d'une sortie officielle en Corse, je suis à la tête d'un État en faillite. Et à l'époque, il y avait 1200 milliards d'euros de dette, il y en a 2000 de plus maintenant, hein. Donc je pense que la France ne pourra pas fonctionner sans dépenses publiques en plus, sans impôts en plus, sans dette en plus. C'est malheureux de dire ça, mais je ne vois pas comment elle peut fonctionner. La France ne fonctionne que sous la dette depuis longtemps, Vincent, hein. Ouais, Parce que tout ça, on n'a plus d'industrie, on a sacrifié l'industrie pour les services. Donc pour moi, c'était un choix mortifère. Et puis on est dirigé en France comme en Europe par des hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas du tout le monde de l'entreprise, qui ne connaissent pas la vie, hein, le terrain. Voilà, donc je ne suis pas optimiste. Je pense que le budget passera. Forcément, il passera, parce qu'il faut bien faire tourner l'État, il faut bien payer les parlementaires, les fonctionnaires, hein. Il passera, hein. Mais ce sera un budget pipi de chat, sans beaucoup de cohérence. Ils vont piquer un peu partout, ils vont augmenter les impôts un peu partout. Ça passera comme ça, avec des majorités de coalition, des coalitions de majorité. Voilà, ça passera comme ça. Mais on constate que le budget est de plus en plus difficile à faire passer année après année, hein. L'année dernière, il avait eu la peau de la mer Borne, hein. Donc ça devient de plus en plus difficile. Et ne pas oublier aussi, c'est ce que je te dis tout le temps, c'est qu'on vit en Europe dans un espace économique qui est passé complètement à travers des 2 dernières grandes révolutions technologiques, l'IA et Internet. Et ça, c'est quand même grave, hein. Voilà. Donc maintenant, on en est réduit à suivre l'élection américaine, hein, parce que en France, je ne sais pas trop ce qui peut se passer dans les années qui viennent, pas grand-chose à mon avis. Donc, comme on dépend beaucoup des États-Unis, malheureusement, depuis la dernière guerre, hein, de toute façon, hein, depuis qu'ils sont intervenus en Europe lors du dernier conflit, ils ont pris la main mise sur nous en matière économique, financière. Donc on dépend, et puis le mode de vie aussi, hein, les loisirs. Donc je pense qu'il faut attendre l'élection du 4 ou 5 novembre.
pour savoir à quelle sauce on risque d'être mangé dans les années qui viennent, qui va l'emporter entre les démocrates et les républicains, parce qu'il y a l'élection du président des USA, mais il y a aussi le renouvellement partiel des deux parlements, hein, la Chambre des représentants et le Sénat. Voilà. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer, nous Français, si on peut espérer quelque chose, si on a le droit d'espérer quelque chose. En théorie, les républicains sont moins interventionnistes que les démocrates. Si on accepte la période Bush père et fils avec l'affaire irakienne, on dit beaucoup que les républicains sont moins interventionnistes que les démocrates. Donc peut-être que Trump, s'il est réélu, parce qu'apparemment il devance Harris dans les sondages, s'il est réélu, à mon avis, il voudra peut-être solder l'affaire ukrainienne. Parce que nous, ça nous a fait beaucoup de mal cette affaire. Parce qu'on soupçonne beaucoup la CIA d'avoir quand même fait sauter les gazoducs russes, voilà, qui nous ont privés, nous, surtout l'Allemagne, du gaz russe bon marché, qui ont contribué à couler l'Allemagne, Et comme l'Allemagne est notre premier client, à nous la France, premier fournisseur, premier partenaire, ça nous a fait beaucoup de mal. Voilà. Donc, bon, maintenant, c'est vrai que Trump tient souvent des propos incohérents. On se demande s'il n'a pas une maladie cognitive par moment, qui sort des énormités. Mais les Américains aiment bien qu'on fasse le show. Voilà. Et Kamala Harris, à mon avis, elle m'a l'air quand même... comme je te l'avais dit une fois, elle ne déclenche pas quand même de grandes passions et de grands enthousiasmes. Voilà. Maintenant, l'Amérique est très divisée. L'Amérique est très divisée. Il y a des États qui sont profondément républicains, d'autres profondément démocrates. Les gens, maintenant, de plus en plus, vont habiter dans les États américains qui ont leurs opinions. On se parle de moins en moins entre familles républicaines et familles démocrates. Voilà. Et puis ne pas oublier que les Américains sont très 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 endettés au niveau de l'endettement privé, c'est-à-dire ménages et entreprises, et au niveau de l'État. La dette publique américaine augmente de 10 milliards de dollars par jour. Voilà. Donc nous là-dedans, Français, on n'est pas grand-chose. Et comme je te le dis tous les samedis, parce que comme personne n'en parle, il faut le dire, il y a quand même un très fort ralentissement économique mondial. Personne n'en parle. La Chine n'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. C'est fini, ça. Cette époque est finie. Ils sont en très fort ralentissement économique, pas en récession comme je te l'ai dit la dernière fois, mais ils sont en fort ralentissement économique. 5%, c'est pas vrai, c'est sans doute autour de 2,5%. Fort ralentissement économique pour certaines raisons. Ils ne sont plus le moteur de la croissance économique mondiale. Les États-Unis sont très 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 endettés au niveau privé, ménage, entreprise et au niveau de l'État. L'Europe, n'en parlons pas, c'est le Titanic. Et puis même le Canada qui faisait rêver des tas de gens il y a 20, 30, 40 ans, le Canada a une croissance quasiment nulle à l'heure actuelle, de gros problèmes migratoires aussi. L'Australie qui faisait rêver aussi à une époque ne fait plus rêver parce qu'on a vu pendant le Covid, ils ont fliqué leur population encore plus que nous. Voilà, donc le Japon, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de croissance. Donc la croissance économique dans le monde est très très ralentie. Voilà, donc on ne pourra pas, nous Français, espérer grappiller de la croissance économique dans d'autres zones du monde. Voilà, donc on attend pour l'instant l'élection américaine et ce qui va sortir après, l'attitude de la Banque centrale américaine aussi. Est-ce qu'ils vont baisser les taux? Est-ce qu'ils vont continuer à baisser les taux pour soi-disant relancer la croissance économique, mais avec l'inconvénient de faire repartir l'inflation. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour l'instant. À notre petit niveau, on a un président de la République qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, qui est complètement démonétisé, même au sein de son propre parti. Ça va être long pour lui et pour nous de tenir encore 2 ans et demi. Mais moi, j'ai jamais cru en lui, de toute façon. Voilà. Et ce qui n'empêche pas de distribuer des sommes folles à des pays, alors que nous, on n'a plus d'argent dans les caisses. En plus, des pays comme le Liban ou l'Ukraine, qui sont dirigés par des mafias. Alors, vraiment, personne ne dit rien. Personne ne dit rien, c'est incroyable. Voilà, donc nous, à notre tout petit niveau, on peut qu'attendre pour l'instant les résultats de l'élection américaine dont beaucoup de choses vont dépendre. Voilà. Et puis, dernière chose, ça n'a rien à voir, attention aux fraudes par Internet ou par téléphone. Il ne faut jamais donner de renseignements personnels ou bancaires par téléphone ou par Internet. Hier, pas plus tard que hier, j'ai reçu un coup de téléphone, soi-disant de mon fournisseur de gaz.
soi-disant, j'avais un trop perçu, j'avais trop versé, il y avait un trop perçu à me faire rembourser. Ah, il connaissait mon nom, il connaissait mon numéro de téléphone et il connaissait mon adresse. Ça fait peur. Il a commencé à me poser des questions sur mon appartement et là, tout de suite, j'ai dit non, on arrête, je ne souhaite plus vous parler, vous donner le renseignement et j'ai raccroché. Hein. Parce que je pense qu'il m'aurait demandé, au bout de plusieurs questions, mon RIB, hein, carrément mon RIB ou des renseignements bancaires, voilà. Donc voilà, il faut faire très très attention à toutes les fraudes par internet ou par téléphone, parce qu'on l'a beau dire, mais ils savent y faire. Hein. J'ai un voisin qui s'est fait escroquer il y a 2 ou 3 ans, on l'a téléphoné, ils avaient son numéro de téléphone, ils se sont fait passer pour son conseiller bancaire, soi-disant qu'un escroc se servait de sa carte bleue en Belgique pour faire de grosses dépenses dans un magasin. Alors son soi-disant conseiller bancaire lui a demandé par téléphone son numéro de carte et son code carte bleue pour faire opposition à la carte. Évidemment, c'était un escroc et il y a eu un gros retrait sur son compte, je ne sais plus, 600, 700 euros. Mais pourtant, c'était un jeune, hein, c'était pas un vieux. Hein. Mais il faut vraiment maintenant faire attention à toutes les fraudes par internet ou par téléphone. Hein. Ils sont de plus en plus habiles, ils ont de plus en plus de renseignements, ils doivent avoir des complicités dans les boîtes. Hein. C'est pas possible autrement. Oui. Il faut se méfier alors. Il faut se méfier parce qu'ils savent y faire. Hein. Ils savent y faire et si on n'est pas là-dedans, si on n'a pas l'esprit méfiant, on peut se faire avoir, hein, parce qu'ils savent y faire et ils te pressent par l'urgence souvent. Oui, vite, sinon on va vite récupérer, si on pourra vous rembourser. Ils savent y faire, hein, ils ont de la méthode, ils te pressent par l'urgence, ils t'affolent, et voilà, ils savent te soutirer des renseignements, soit personnels, soit bancaires. Ouais. C'est un conseil précieux. Là. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire au jour d'aujourd'hui, hein. Rien de spécial. Oui, comme rien d'extraordinaire. Bah non, parce que non, rien d'extraordinaire, hein, rien d'extraordinaire. On attend comment on va passer le budget 2025, qui passera parce que forcément, qui va être décidé en matière de hausse d'impôts. Hein. Voilà, en sachant que mais comme je te l'ai dit la fois dernière, c'est pas trop le budget 2025 qui est important, c'est des grandes tendances. Hein. Des grandes tendances, bah moi j'en vois 2. C'est la désindustrialisation de l'Europe. C'est le décrochage économique et industriel de l'Europe. Ça c'est la première grande tendance. Et la deuxième grande tendance, bah, c'est ce que je crains pour les années qui viennent, c'est le déclassement des classes moyennes. Hein. Voilà. Et aussi les PME qui vont trinquer. Je pense que les classes moyennes et les PME vont trinquer dans les années qui viennent, hein, par des hausses d'impôts incessantes, de charges. Voilà. Mais les classes moyennes, comme je l'ai dit une fois, elles sont très très récentes dans l'histoire de l'humanité. Hein. Dans les siècles précédents, on ne parlait pas de classe moyenne. Hein. Au 15e, 16e, 17e, 18e siècle, il y avait des gens qui avaient des revenus médians. Des artisans qui avaient réussi, des commerçants qui avaient réussi, des professions libérales. Mais ils n'étaient pas nombreux. L'immense majorité de la population était paysanne, donc très pauvre. À partir du 19e siècle, il y a eu la montée du monde ouvrier, mais c'était des gens pauvres. Et c'est à partir, surtout après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça avait commencé un peu avant, mais surtout après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand il fallait reconstruire le monde, il y a eu l'essor des 30 glorieuses, hein, avec des taux de croissance de 5 à 6%, avec des usines qui embauchaient des tas de personnes, avec de l'énergie pas chère, qu'il y a eu l'émergence. Il y a eu l'émergence des classes moyennes avec les 30 glorieuses. Hein, les 30 glorieuses. Voilà, comme ça, elles repasseront plus. Ouais. Avec les 30 glorieuses, il y a eu l'émergence des classes moyennes. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un retour de bâton? Est-ce que les classes moyennes, qui sont très récentes dans l'histoire de l'humanité, ne vont pas s'effacer, ne vont pas petit à petit fondre comme neige au soleil? C'est la question qu'on peut se poser, hein, pour les prochaines années. Hein. Je ne suis pas le seul à le penser. Hein. J'ai peur que les classes moyennes souffrent. Voilà. Ouais, là, déclassement, donc... Ouais. C'est ce que je crains, mais on verra, un déclassement des classes moyennes dans les années qui viennent. Ouais. Voilà. Parce que les riches, les classes moyennes qu'on appelle les classes couillons aussi. Hein. Parce qu'elles paient pour tout le monde. Les pauvres, ils sont pauvres, hein. On ne peut rien leur demander de plus. Hein. Et les riches, vraiment les riches et très riches, ont les moyens de mettre leur pognon à l'étranger, hein, ou alors de faire ce qu'on appelle défiscalisation, de placer dans les niches fiscales. Il n'y a pas à faire en France, il y en a près de 500. Hein.
Il y a près de 500 niches fiscales. C'est d'ailleurs très bizarre pour un pays qui est ruiné financièrement, mais il y a près de 500 niches fiscales. Donc les riches peuvent, conseillés par des fiscalistes de haut vol, peuvent placer leur pognon dans les niches fiscales. Il y en a pour tous les goûts, hein. C'est un inventaire à l'après-vert. Il y en a pour défendre les œuvres d'art, il y en a pour soutenir les territoires d'outre-mer, pour la création artistique, pour la défense de l'environnement. Enfin, c'est un inventaire à l'après-vert. Hein. Voilà. Ouais. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire au jour d'aujourd'hui. Hein. Voilà, attendons l'élection américaine pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Mais on sait qu'on sera mangé. Ouais. Voilà. Ouais. Merci à toi. Merci Frédéric. Merci.